RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et avec cette bande-annonce anglo-saxonne, américaine, tout en rythme de Memories of Murder, j'ai fait exprès de la prendre et non pas prendre la bande-annonce française, notamment qui a été faite à l'époque et même qui a été sur la version restaurée. Cette fois-ci, là, j'ai pris une version parce qu'on est un petit peu presque dans le message un peu trompeur de ce que va être le film. C'est en termes de rythme. Ouais, voilà. C'est rock. C'est Hans Zimmer qui fait la musique. On parle de Memories of Murder, le film de Bong Joon-ho, le film qui a consacré, on va dire en partie Bong Joon-ho sur le panthéon des grands réals et notamment surtout sur le panthéon des réals à suivre en Corée du Sud. Film longtemps primé, qui a énormément eu de prix, qui est sorti en 2003. Et donc on va revenir là-dessus, sur la conception du film et sur le film en lui-même. Et avec moi, j'ai Jonathan pour parler du film. Comment tu vas, Joe ? Ça va très bien, très bien. C'est un sujet ça m'a fait plaisir de me replonger justement et dans le film et dans ce qui entourait le film hier soir pour faire cette émission. Et oui, car contrairement à ce que l'on pourrait présager cette bande-annonce, le film est vraiment aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler le thriller. Alors, c'est vrai que Memories of Murder, en fait, c'est un film très très intéressant. C'est un film donc qui date du début des années 2000. La genèse du film, en fait, surtout sur cette enquête qui est assez atypique, c'est tout d'abord donc le deuxième long métrage de Bong Joon-ho, donc après son premier, Barking Dog, qui d'ailleurs est déjà à ce moment-là réputé comme un réalisateur prometteur. C'est donc pour son deuxième film, il va s'attaquer en fait à une histoire vraie. Il faut le savoir, donc c'est à partir de août 2000, suite à des accords de producteurs, donc notamment à sa rencontre avec Oh, qui avait juste résumé l'intrigue et qui a expliqué donc que c'est sur une affaire de meurtre en série. Très connu en Corée du Sud, donc la série de meurtres qui a lieu à Hwaseong. Alors, comment tu dis Hwaseong. Je crois. Alors normalement c'est Hwaseong ou Hwasong. Enfin il y a deux variations possibles. Je suis pas un spécialiste. Je suis content que ce soit toi que prononcer ce. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fait donc il va s'attaquer à la considérée comme l'une des plus grandes enquêtes de meurtre en série en Corée du Sud, qui est même d'ailleurs considérée encore à l'heure actuelle la toute première enquête d'un tueur en série. En Corée, ouais. En Corée. Bah écoute, c'est un petit peu leur. Si on parlait en France, c'est un peu comme le petit Grégory ou Zodiac aux États-Unis, dans le sens où c'est pas résolu. C'est une affaire particulière aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est un. On peut le dire directement, oui, c'est vraiment la genèse d'une enquête qui est non élucidée. En tout cas à l'époque du film. Oui. Voilà. Donc c'est vrai. Pour s'attaquer là-dessus, en fait, donc c'est vrai que Bong Joon-ho, donc comme je l'ai dit, en fait, va présenter vraiment un bout de script à un de ses producteurs de l'époque à partir d'août 2000. Il va accepter de vouloir produire ce film. Il va prendre son temps. Il va lui dire, écoute, tu peux prendre ton temps pour préparer ce film. On n'est pas pressé. On a un accord et on verra par la suite quand le scénario sera fait. Alors il va s'attaquer à cette histoire, mais il va surtout en fait revenir sur une adaptation en fait qui est issue d'une pièce de théâtre tout simplement au départ, donc celle de Kim Kwon-rim qui s'appelle Come and See Me, qui donc elle s'inspire de l'histoire vraie, donc des premiers meurtres en série de l'histoire de la Corée, donc entre 86 et 91 à Hwaseong. Il va plus que s'inspirer de ça, parce qu'il va même utiliser un des acteurs, enfin deux acteurs même, parce qu'il y a aussi celui qui joue le flic violent. Oui, parce que finalement à la base c'est plus ou moins une adaptation. Voilà, en fait dans la manière dont revient Bong Joon-ho aujourd'hui sur le film, c'est que particulièrement la deuxième partie du film, celle où on voit les personnages à l'usine, tout ça, où il faut une course-poursuite, tout ça, c'est particulièrement celle-là qui est présente dans la pièce de théâtre, puisque l'acteur qui joue le suspect, le deuxième suspect, est l'acteur principal de cette pièce de théâtre. Et c'est une pièce particulière aussi, parce que cet acteur-là jouait, dans la pièce de théâtre, jouait plusieurs rôles de suspect. En fait, donc du coup c'était un des paradoxes de cette pièce de théâtre, et un de son intérêt, c'est que le même acteur jouait plusieurs suspects différents, et donc Bong Joon-ho, je pense, avait comme base, comme tissu principal aussi de faire en sorte que cette idée-là soit présente dans son film, en y ajoutant évidemment d'autres choses, comme tu le dis, le fait qu'il s'est longtemps immergé dans l'enquête réelle, non plus uniquement la pièce de théâtre, mais l'enquête réelle telle qu'elle a été menée à l'époque.
en prenant du temps pour lire les journaux d'époque, aller sur les lieux, s'immerger un petit peu dans cette... et prendre du temps. Et je pense que c'est ce lien entre, d'un côté, adapter une pièce de théâtre qui, évidemment, parle d'une histoire réelle, mais d'une manière, forcément, tu es au théâtre, avec la réalité de comment ça s'est passé. Je pense qu'il y avait quelque chose au milieu que lui cherchait, avec ces deux aspects-là, en fait. Parce que Bong Joon-ho, en fait, il va mener un travail de recherche et d'enquête assez fastidieux sur l'affaire, donc il va ainsi rencontrer notamment divers protagonistes liés à l'enquête, des policiers, des journalistes notamment, et donc il va prendre en fait quasiment une année complète à pondre un scénario accompagné de Shim Sung-bo. D'ailleurs, il l'explique lui-même avec donc son compatriote Shim Sung-bo, d'ailleurs qui est le futur réalisateur de Sea Fog. Ils vont donc travailler sur ce scénario, mais au tout départ, il enquêtait tout simplement. En fait, il prenait des notes, il prenait des recherches sur des journaux d'époque, il allait donc interviewer des gens juste pour faire ses propres recherches, et il a dit quasiment sur les 8 premiers mois, il n'avait quasiment rien écrit sur le film. Voilà. Ouais, il a pris son temps. Il a pris son temps, et je pense que c'est ce qu'il fallait faire, surtout que quand il est... Enfin, c'est un sujet ultra tendu, quoi. En plus, comme on l'a dit, à cette époque-là, l'affaire, elle n'est pas résolue. Donc il y a encore, on est à peine peut-être 10 ans après les faits, c'est-à-dire qu'il y a encore des familles des victimes qui sont là, qui sont dans le doute, qui sait. Et donc c'est un sujet, je pense, très tendu, et je pense qu'il s'est donné le temps aussi de bien faire les choses. Et quand tu l'écoutes aujourd'hui, c'était un des trucs que, quand j'ai rematé un peu des choses autour du film, il y a eu un documentaire qui a été fait Maurice 15 ans après, et tu vois qu'il en parle, il est encore hanté par cette affaire, et notamment par une des victimes, quoi. Oui. Donc tu sens que c'est quelque chose qui l'a pris à cœur. Il voulait pas faire n'importe quoi, il voulait pas faire du sensationnalisme, parce que c'était quand même une possibilité. Quand tu fais un film, tu sais que c'est un film qui est quand même un certain budget. On n'est plus sur, comme son premier film, le petit film, tout ça. Là, il y a quand même une vraie équipe, il y a un vrai budget, et si tu fais un peu mal les choses, tu peux vite tomber dans un film qui pourrait être sensationnaliste sur le truc. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu absolument éviter. C'est ce qu'il a voulu absolument éviter. D'ailleurs, c'était un accord taciturne avec son producteur. C'était donc de ne pas tomber dans la facilité, donc de montrer le moins possible les cadavres, ne pas montrer les meurtres, et en fait, surtout aussi, d'une certaine manière, c'est pour ça que le tournage ne s'est pas déroulé donc dans la région de Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Donc, il faut le savoir, donc Hwaseong, c'est quasiment au nord-nord-ouest de la Corée du Sud, et en fait, le tournage s'est déroulé principalement en fait dans la région de Gyeongsang du Sud. Donc là, on est vraiment sur le sud-sud-ouest. Donc on est vraiment près des côtes. Alors, il y a donc différents aspects. Pourquoi ils n'ont pas tourné à Hwaseong ? Déjà, d'une certaine manière, par respect pour les victimes. D'ailleurs, l'équipe de tournage, en tout cas l'équipe restreinte, va même jusqu'à organiser une cérémonie aux morts en privé. Donc, ils vont même donc suivre le modèle boutique juste avant le tournage pour un peu, exorciser cette histoire-là, pour pas, ne pas vouloir manquer de respect à cette histoire. Donc et eux, ils sont allés sur les lieux du tournage, mais ils n'ont pas tourné. Voilà. L'objectif, c'était quand même de pas être l'équipe de cinéma avec 100 personnes qui arrivent sur les lieux de drame absolu, qui sont arrivés pour des gens qui sont encore présents sur place, et arrivés en mode avec leurs gros sabots. On fait notre film, quoi. Non, je pense que c'est absolument pas la démarche que cherchait Bong Joon-ho. Il y avait un aspect volontaire, donc moraliste, par précaution, parce que les familles des victimes des Caréales étaient encore en vie, mais il y a aussi d'un principe même pour les décors, parce qu'en fait, il faut le savoir, donc la Corée du Sud, les années 80, donc c'est une année assez sombre d'ailleurs dans leur histoire, hein. On est vraiment dans leur période qu'ils appellent ça, je crois, la 5e République, où en plus donc on est vraiment dans une assez dictature militaire, donc c'est une période assez compliquée, et aussi c'est à ce moment-là où le pays commence un peu à se libérer de ce genre du joug du pouvoir de l'époque, et surtout en fait le pays va commencer à s'ouvrir et à se développer démographiquement. Donc en fait, au bout de 20 ans, parce que le tournage donc c'est quasiment 20 ans après l'affaire,
La région, notamment de Wanseong, en fait, n'est plus du tout la même. On n'est plus dans une région très rurale. Ça a laissé place, notamment les champs ont laissé place à des grandes tours construites, d'immeubles, donc d'habitation. Donc forcément, le lieu n'est plus du tout le même par rapport à avant. Et donc, il faut le savoir. Donc le souci, c'est donc que certains lieux ne correspondent plus à l'époque. Et donc il y aura un énorme travail de recherche, de tournage, et c'est pour ça qu'ils vont donc notamment tourner en Gyeongseong du Sud, où là il y aura donc beaucoup de rues qui sont typiques des années 80, donc à moitié découvertes du paysage de champs ruraux, et de l'autre côté on retrouve des petites boutiques, notamment par exemple comme la scène où ils vont dans une espèce de pharmacie. Voilà. Oui, je pense aussi le resto, tout ça. Enfin, je pense qu'il avait besoin d'une ambiance générale où, certes, il y a des aspects, il y a quand même une usine, il y a quand même des bus, mais c'est pas que un village, mais il y a quand même un aspect quand même assez village dans le décor général. Et je pense qu'il avait besoin de retrouver ça, et peut-être qu'il ne pouvait plus le trouver sur les lieux du tournage, les lieux réels. Il ne pouvait plus les trouver parce que, comme je l'ai dit, en fait, le Wanseong a tellement changé, a tellement été développé que forcément c'est une incompatibilité à retravailler sur un film d'époque, ou alors il aurait fallu tourner dans des décors, mais c'était une chose qui ne pouvait pas se permettre. Non, et puis je pense que c'était une des choses aussi importantes, c'était de rendre cette atmosphère particulière comme il l'a dit, de thriller rural. Oui. Donc c'était nécessaire de passer par cet aspect-là, je pense, du décor qui était vraiment décisif dans la conception de son film. Il ne reste, comme je le disais, donc quasi rien du paysage rural des années 80. Donc en fait, il aurait... tout fut rapidement en fait donc détruit, et des tours ont été construites, énormément d'habitations, donc on a énormément de lieux suburbains maintenant notamment. Et donc en fait le film voulait montrer des lieux et des tons uniformes, ce qui était donc incompatible avec notamment la nouvelle approche urbanique de cette région. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement on le ressent dans le film, et là on va pouvoir notamment donc parler du film, même si c'est un pur polar, donc c'est un film qui a une tournure assez inédite, donc comme on le disait, parce que finalement donc la non-résolution du crime va plonger le spectateur dans les abîmes du doute, et notamment avec ces deux flics aux méthodes totalement opposées. Oui, de toute façon le film commence aussi avec c'est pas une ficelle, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à voir souvent dans les films policiers, dans les thrillers, c'est-à-dire deux caractères qui s'opposent. Là, ça s'avère que c'est quelqu'un qui vient des villes, qui va devoir bosser avec un flic un peu plus à l'ancienne de village, avec des méthodes, on va dire, pour le moins douteuses. Douteuse, c'est un mot gentil. Oui. Et donc il va y avoir évidemment au départ une incompatibilité et un conflit, mais paradoxalement le cheminement du film va rapprocher le flic de ville de l'autre, et inversement les deux vont avoir un cheminement assez étrange et assez moralement questionnable, mais on voit vraiment que la douleur que représente cette affaire va avoir des conséquences sur le personnage qu'on imagine au début être le mec, le flic de la ville avec des vraies méthodes, qui jette un regard évidemment critique avec la police telle qu'elle fonctionne là où il arrive. Et en fait, non, ce qui se passe dans le film va provoquer un certain nombre de choses et en fait, je pense que c'est aussi un des aspects psychologiques qui est intéressant dans ce film, c'est l'évolution des personnages qui peuvent dans un premier temps paraître caricatural. On a le droit de dire Song Kang-ho, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'acteur. Song Kang-ho. Première scène, il fait quoi? Il met un grand coup de pied dans son nouveau partenaire. Tu te dis, en fait, ça annonce la couleur, ça va être comme ça avec ce personnage. Et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans ce film, c'est que Bong Joon-ho il y a toujours une portée
très politique, oui. de satire de la Corée dans ses films. Mais malgré ça, il regarde ces personnages qui sont extrêmement critiquables sur un certain nombre de points de vue. Mais il en fait les personnages principaux. Oui. Et il porte la critique non pas uniquement sur ces personnages, mais sur un truc beaucoup plus global, sociétal. Et c'est nécessaire qu'il passe par ce chemin-là. Je pense que c'est aussi ce qui rend le film plus intéressant. Ça rend le film intéressant de par son histoire, forcément, qui est tirée d'une histoire vraie. Pour résumer, en fait, donc le film commence par la découverte d'une nouvelle victime, ce qui porte donc à croire que via le modus operandi, donc on a affaire à un tueur en série, et donc tout le personnage donc du flic, on va appeler ça le flic campagnard, donc Song Kang-ho, donc va se retrouver affilié avec donc un flic de la ville qui arrive plus ou moins en renfort, et donc forcément leur compatibilité de travail ne sera pas du tout les mêmes. Song Kang-ho qui est un peu une brute, qui ne réfléchit pas, et l'autre qui se considère comme un chaman, voilà. Qui est capable de découvrir le tueur juste en regardant qui c'est. Oui, droit dans les yeux, oui. Il a cette méthode-là. Alors que l'autre est beaucoup plus méthodique, et finalement, au fur et à mesure, en fait, au fur de cette enquête non élucidée, en fait, ils vont plonger dans les abîmes forcément ils se sentent impuissants. De la puissance, oui, c'est ça. C'est que en fait, ils ont besoin de l'un de l'autre, ils ont des qualités les deux, mais ils partagent cette impuissance, en fait. Malgré leur méthode à eux, ils partagent cette impuissance, quoi. Donc, et c'est aussi forcément quelque chose de très intéressant, parce que c'est un film donc qui carbure donc au mélange des genres et aux ruptures de ton, et ça se remarque par ces personnages-là, en fait. Bien sûr. Parce que le mélange hautement instable, en fait, entre, on va dire, plus ou moins humour grotesque et violence, cela se ressent par, notamment, la balourdise des flics, donc notamment par Song Kang-ho, qui, donc, par moments est assez hilarant, comme le fameux coup de pied, ou même quand il fait son dropkick depuis le haut d'une butte. Ça se révèle forcément être l'envers de la brutalité radicale, banale et sans impunité que font ces personnages. Et notamment, je reviens donc forcément à la scène avec l'handicapé qui est torturé et forcé à avouer les meurtres qu'il n'a pas commis. Et qui commence par une scène où, alors après qu'il se soit fait choper, ils regardent la télé ensemble, ils mangent ensemble, ils rigolent, c'est même un des flics qui lui donne à bouffer, on a l'impression qu'ils sont limite copains, ouais, et après la réalité reprend ses doigts, il le tabasse, et c'est pas anodin, ça c'est vraiment une des marques qui va devenir une des marques aussi de fabrique de ce réalisateur, ce paradoxe avec un ton où on pourrait juger ça un peu de l'ordre de la comédie ou du grotesque, mais en fait qui souligne finalement davantage ce qu'on voit après. Je trouve que je pense que j'ai pas vu son premier film, mais certainement qu'il ait été capable de donner cet aspect-là, ce côté grotesque à un thriller qui est aussi sombre. Alors pour revenir un petit peu dans les bonus notamment que l'on peut retrouver donc dans Memories of Murder, Bong Joon-ho l'explique lui-même en fait que oui, son premier film en fait était considéré comme en gros guillemets une comédie, mais il y avait beaucoup de drame, il y avait quand même une histoire sombre, il y avait ci, il y avait ça. En fait, il l'explique pour lui-même, en fait, c'est qu'il n'aime pas être rangé dans une case au cinéma. Et d'ailleurs, pour le citer, il explique donc « Je n'aime pas le terme film de genre, car ils n'appartiennent qu'à une seule catégorie. Comme ce film, donc Memories of Murder, traite de meurtre, on dit que c'est un thriller, un policier, et je ne savais pas quoi répondre à ça. C'est comme ça, en fait, que j'ai inventé le terme de thriller rural. On est loin d'un thriller à l'occidental, où l'ambiance est complètement différente. Ici, l'ambiance est plutôt du tracteur pourri. Ici, tout est condensé dans le terme rural, avec ces deux termes assez antagonistes que représentent bien l'idée du film. Ouais, de toute façon, je pense qu'il a tout de suite voulu s'échapper des clichés potentiels du thriller, on va dire des facilités ou des ficelles du thriller à l'américaine, avec du glauque. Et je pense qu'il a vraiment voulu d'emblée, avec ces ruptures de ton dont tu as parlé précédemment, il a voulu donner d'emblée une personnalité différente à son film. Et c'est aussi ce qui fait la réussite, parce que esthétiquement,
pour moi, c'est un film qu'on peut rapprocher de certains thrillers américains, notamment Seven, dans la maestria esthétique qu'a Bong Joon-ho dans son film. De toute façon, c'est fabuleux esthétiquement. Mais je pense qu'au niveau du ton, il a voulu tout de suite dire attention. Oui, il y a un serial killer, il va y avoir des choses glauques dans ce film, mais ce que je vais faire, c'est pas juste en faire un film d'horreur avec un ton glauque. Il y aura ça, mais pas que. Et le film, ça va parler de la Corée. Ouais. C'est un film qui va parler qui va pas parler simplement de flics brutaux ou d'un tueur qu'on va essayer de comprendre c'est qui. Non, c'est un film qui va parler de la Corée. Et je pense que c'était son objectif premier, comme tu l'as dit, c'est un cinéaste de toute façon d'une génération dans les années 80, les années dont tu parlais, que lui il les a vécues jeunes aussi, donc il sait ce que c'est. Et mal, je pense qu'il est assez critique envers cette période. Et c'est ça son sujet. Il y a un petit peu aussi cet aspect-là où en fait, où il voulait un petit peu se retranscrire d'ailleurs dans cette histoire-là, où notamment il y a un petit jeune enfant qui découvre le cadavre. C'est un petit peu aussi une vision de lui-même par rapport à ce genre d'histoire en fait. Parce que lui, il a entendu déjà ce genre d'histoire, il en a pas été traumatisé, mais pas un peu comme Fincher avec Zodiac par exemple, mais forcément il y avait cette espèce de paranoïa ambiante que retrouvait le pays. Et la force du film vient donc du fait, comme tu disais, donc dans sa retranscription historique, on est vraiment dans une Corée en proie au doute, à la peur constante. C'est aussi forcément, il faut pas l'oublier, donc la Corée du Sud est toujours normalement en guerre avec la Corée du Nord, donc il y a toujours un peu cette paranoïa ambiante, surtout que la région Wonseong, c'est, comme je l'ai dit, au nord-ouest, donc on n'est pas très très loin aussi de la frontière. On a une époque où la Corée donc sort à peine d'une dictature militaire. Le film montre donc une police qui est complètement incompétente de par ses exactions, donc on voit des passages à tabac, des extorsions, des falsifications, mais aussi forcément à la traîne au niveau technologique. Oui, et puis les falsifications, en fait, il les fait faire par les personnages auxquels on s'attache. Ouais. C'est ça des paradoxes, parce que tu te dis, ouais, tu commences par une scène d'interrogatoire comme ça, tu vas pas être copain avec le mec là. Bah non. Et en fait, lui, il retourne ça. Il retourne ça, il dit, non mais la police fonctionnait comme ça. La police, c'est pas juste ces deux flics-là qu'il faut ils ont pas de diplôme, tu sais pas comment ils ont obtenu leur poste, tu sais pas. Il montre une police totalement misogyne, et il fait aussi passer ça par l'humour. Là encore, tu te dis c'est casse-gueule, mais ils ont une coéquipière qui, entre guillemets, sert uniquement quasiment à faire le café, à servir limite de proie quand ils font des reconstitutions. Ils se moquent d'elle, machin, bah tiens, quand elle se maquille, machin. Et c'est elle qui va... alors que l'autre nous raconte son histoire de poil pubien là, quand il va chercher dans des hammams s'il y a pas des suspects potentiels ou des moines tibétains, et ben c'est elle qui, en servant le café, annonce qu'il faut écouter la radio. Il y a donc les autres rigolent, mon café est vide, tout ça. Donc il fait passer encore cet aspect-là qui c'est ça son sujet, quoi. Oui. Mais il le fait passer aussi par l'humour et par un côté grotesque. Et au final tu fais le bilan de la manière dont il montre la police, certes, il la montre de manière complètement misogyne, incompétente, à la traîne, mais il ne s'attaque pas uniquement au personnage. C'est plus un truc global. De toute manière, lui, quand il parle du film, il dit oui, mais c'est un échec. Je m'intéressais à pourquoi on n'a pas trouvé qui c'était. Et c'est pas à cause de la police. Parce qu'il la montre, tu pourrais te dire, la manière dont il montre la police, c'est quand même dur. Mais en fait, c'est la Corée. C'est nous qui avons échoué. C'est pas simplement cette police et ces machins, tout ça. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est cette époque qui a... En tout cas, c'est ça son sujet, quoi. Oui, parce qu'en fait, chaque personnage va interférer pour comment dire...
ralentir cette enquête, que ça soit les méthodes de Song Kang-ho, que ça soit aussi forcément le personnage, donc comme je disais, le flic urbain qui aussi essaiera d'avancer mais n'arrivera pas non plus. Il y a une compétition et aussi même les personnages en dehors. Par exemple, la scène où Song Kang-ho, il y a cette découverte du cadavre près du petit tunnel. Il y a un fermier qui passe avec son tracteur et il efface toutes les traces de pas. Il y a toujours une conséquence qui arrive un peu partout. C'est pareil quand il y a toutes les méthodes en fait avec les méthodes de filmage sur notamment assez aériennes, sur notamment les manifestations que l'on voit à un moment donné dans le film, parce qu'il y a toujours cette retranscription historique qui est très importante. C'est un réalisateur les médias, oui, bien sûr, qui sont montrés d'une manière, notamment sur la dernière scène de crime où c'est le flic qui est obligé de rhabiller un peu la victime, parce que qu'est-ce qu'il voit, c'est des caméras qui braquent pendant que les flics sont supposés faire leur travail. Donc il y a un truc général qui est décrit par Bong Joon-ho, non pas simplement juste ces 2-3 personnages qu'on va suivre au quotidien. Il y a un truc un peu plus général. Et cette force en fait de rupture de ton, de cette retranscription là, en fait, elle est forcément magnifiée par l'écriture en fait de Jong-ho et de son scénariste en fait, parce que Jong-ho en fait, ce qu'il arrive à travers ce film, c'est qu'en fait il excelle dans le rythme entre accélération, donc notamment la séquence de course-poursuite que l'on retrouve donc dans l'usine, mais aussi l'enlisement, parce que finalement on retrouve donc ces pistes systématiquement déjouées et qui provoquent forcément cette décrépitude des inspecteurs. Et puis il prend son temps. Bon, le film fait pas 3 heures, mais le film il fait 2 heures. 2 heures. Il fait 2h12, je crois, non? Un petit peu plus de 2 heures, c'est tout. Et il prend le temps, le film, d'aller dans un certain nombre de directions, de se perdre un petit peu. Tout cet épisode où le flic des villes va au collège, machin, on sait pas trop à ce moment-là. Il se permet une scène de karaoké où finalement il s'engueule, où c'est un seul plan, un plan fixe, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un truc ultra coupé, ultra monté au niveau d'un des meurtres, d'une scène de poursuite on passe sans transition à un plan qui va durer littéralement 5 minutes. 5 minutes où tout ce qui va bouger dans le plan, c'est uniquement les personnages, mais pendant 3 minutes ils vont être statiques, ils vont juste s'engueuler, se parler, et après badaboum. Donc je pense que Bong Joon-ho a pendant ce film peut-être pris confiance aussi en ses capacités en tant que réalisateur, parce qu'il était très jeune, il avait 25-27 ans, un truc comme ça, donc c'est quand même très jeune pour diriger un budget qui, comme on le disait, c'est pas le petit film du coin, quoi. Et surtout qu'il y a des séquences très difficile à diriger. Donc, comme je le disais, notamment avec la découverte du cadavre sous le pont, on est vraiment sur un plan séquence en steadicam où on suit finalement Song Kang-ho qui essaye d'intervenir partout parce que c'est la cohue générale, parce que donc ces adjoints de flics ne savent pas quoi faire, notamment pour arrêter le tracteur qui arrête, qui donc détruit les marques de pas, du potentiel tueur, et etc., etc. en fait. Donc il y a aussi un défi technique aussi d'une certaine manière dans ce film. Qui est d'ailleurs magnifié par l'équipe, je pense l'équipe technique qu'il a eu derrière, il peut les remercier énormément, parce que quand on voit le travail du chef opérateur, notamment sur la scène de la carrière, qui est quand même assez incroyable, ou encore le travail aussi sur cette séquence, comme je disais, de manifestation sous la flotte et compagnie, il y a vraiment un gros travail visuel, et d'ailleurs c'est aussi une des forces du film, comme je parlais donc du fait de retravailler sur les années 80, avoir un ton uniforme. Ils l'ont filmé sur pellicule, donc ils l'ont filmé en 35 mm, mais ils ont donc énormément travaillé, et ils ont volontairement donc travaillé les fonds et les tons fades avec des couleurs délavées, donc sur pellicule. Comment ils ont fait? Donc par plusieurs procédures. La première, donc, ça a été de développer en fait avec ce qu'on appelle en procédé en pull. Donc en fait, c'est-à-dire sur le négatif, en fait, il y a une sous-exposition en développant, ce qui donc va enlever l'éclat de la couleur. Puis ils vont donc également travailler en bleach pass, donc c'est-à-dire le traitement sans blanchiment, donc qui va délaver donc les couleurs et qui va donc aider la décoloration. Et enfin, par-delà même, il y a également aussi un filtrage donc de l'image qui va donc diminuer encore un peu plus donc l'intensité de la couleur.
Donc c'est une rupture de ton assez... le film va pas passer dans un noir et blanc, et on va rester vraiment dans un ton assez grisâtre, parce que finalement le ton de l'époque l'est et l'aide pour, mais surtout aussi parce que ça aide en fait à représenter en fait ce qui pourrit de l'intérieur en fait dans ce milieu. Et puis il y a toujours des nuages, il y a toujours du brouillard, il y a toujours de la pluie. C'est là aussi, c'est comme dans Seven, il pleut tout le temps dans ce film. Surtout qu'à la base, dans le script original, en fait, on devait retrouver certains lieux avec les 4 saisons différentes, notamment les champs de blé. Donc on devait aller voir la période de printemps, d'hiver, d'automne et d'été. Bien évidemment, faire un tournage de 1 an, c'est compliqué. Forcément, c'est ce qu'on a. Je pense que c'est ce que la plupart des gens ont expliqué à Bong Joon-ho. On va pas le faire. Et c'est très intelligent là-dessus, parce que ce soit le début ou la fin, on retrouve quand même ce champ de même couleur, mais avec des teintes forcément beaucoup plus décolorées. Mais c'est un des points aussi qu'on peut et qui va donner le ton du film, qu'on peut évoquer, parce que c'est un film qui a été tourné en 2003, je pense. 2002. 2002, il a été tourné et sorti en 2003. Oui. Et quand ils en reparlent aujourd'hui, c'était évidemment, avec le recul, c'était l'âge d'or d'un certain cinéma coréen à cette époque-là. Et en fait, des fois, il s'avère que pendant le tournage, ils ne tournaient pas parce qu'ils attendaient que tel nuage passe. Ils attendaient en fait, c'était un tournage à l'époque où il y avait encore cette possibilité de pas tourner à la suite tout en mode on se dépêche. Non, quand le chef-op dit attends, faut qu'au niveau de cette carrière, faut qu'au niveau de ce champ, faut que cette lumière, et il y a des gens, ils attendaient toute la journée que la lumière soit bonne. Et ça, c'est évidemment, en tout cas, délicat de faire ça aujourd'hui. Il y a quelques réals qui auront peut-être la possibilité d'avoir qu'on leur accorde le droit de faire ça, mais lui il avait 25 piges quoi. Et qui ait eu ce degré d'exigence, comme tu as parlé au niveau des processus, des procédés techniques, plus cette possibilité là, plus le fait que par exemple pour la scène le dernier meurtre, la découverte du corps sous la pluie, qui devait être la dernière scène du film tournée, et ils arrivent, c'est grand soleil. Il y a 200 mecs qui sont payés parce qu'il y a plein de figurants, plus l'équipe technique, et là, grand soleil. Et le chef-op et Bong Joon-ho, ils se sont barrés. Ils ont été manger un truc au resto, et ils ont dit on tourne pas. On peut pas tourner. Ça aurait été. Et ça a été possible, ils ont tourné le truc un mois après, quand il pleuvait, parce que ça aurait été du gâchis. Et les producteurs, ils n'étaient pas contents, mais ils ont compris. C'est dommage que cette scène-là, ce soit avec grand soleil, en mode c'est l'été, à ce moment-là du film. Et ça marche évidemment beaucoup mieux telle qu'elle est faite. Et je pense que c'est quand même que Bong Joon-ho, et pas que lui, évidemment, son chef-op, ait eu ce degré quand même d'exigence et eu les moyens d'avoir ce degré d'exigence. C'est quand même aussi, ça fait partie aussi du tour de force de ce film, je trouve, avec le recul, qui font que c'est devenu évidemment un classique. En fait, même si lui a voulu échapper au cliché du thriller, le film est devenu un classique du thriller. À sa manière, différente des autres. Mais comme il y a une date, c'est Seven, il y a une date, c'est Memory of Murder. C'est vraiment les classiques qui à chaque fois sont des classiques maintenant, mais à leur époque étaient des films originaux, novateurs, sur pas mal de points, là notamment sur le ton, sur un certain nombre de choses, et qui sont devenus aujourd'hui les références du thriller pour tout le monde, de toute façon. Clairement, de toute manière, en fait, le film de Bong Joon-ho, Memories of Murder, est une référence de ce qu'il va faire par la suite dans sa filmographie, notamment sur l'aspect social, en fait. L'action du film se situe sur plusieurs niveaux qui révèlent donc des élans conflictuels et qui contrarient forcément avec notamment les différents buts des personnages, et qui donc figurent le corps social, on va dire de grosse manière coréen, comme un espèce de grand dysfonctionnement. Et tout le film déplore là-dessus, que ça soit la scène de la reconstitution, que ça soit même toute la scène de la reconstitution, en fait, c'est une allégorie totale de l'administration coréenne qui est sur le point de s'écrouler, en fait. De toute façon, la scène de la reconstitution, t'es obligé de penser, quand tu revois dans The Host, tu te souviens le moment où il y a les familles qui sont là et qui sont censées voir qui pleurent tous, qui se mettent tout, et puis il fait un plan de haut où tout le monde pleure, on est dans vraiment quasiment... c'est un peu le même ton que cette scène de reconstitution, où sur le papier c'est ultra glauque.
Et lui, il va tourner ça d'une manière très différente, avec les parents du suspect qui vont Qui sont là, ouais. qui vont arriver, qui vont gueuler. Et puis lui, il va faire un truc qu'il va refaire après. Ensuite, c'est qu'il va faire un slow motion en travelling, mais en laissant le son réel. Ouais. Ça c'est aussi un des aspects que j'apprécie chez lui, c'est qu'il s'enferme pas dans une esthétique de scène en scène. Il fait vraiment en termes de langage cinématographique, il a pas peur des mêmes ruptures qu'il peut avoir sur le ton. Oui. Il peut les avoir aussi, je trouve, sur sa mise en scène, et en fait c'est, si tu fais le bilan du film d'un point de vue de mise en scène, il y a vraiment à manger. Hein. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est au-delà même de l'analyse, C'est un la variété. Oui. Il y a une richesse dans. C'est un réalisateur qui est très, très riche dans sa mise en scène. Hein, et il nous l'a prouvé par la suite, avec notamment The Host, avec même Snowpiercer d'une certaine manière. Et il part sur des traitements très différents, parce que The Host, là, on est sur du film de monstre. Snowpiercer, on est sur de la science-fiction. Même encore son dernier, Parasite, où il a une esthétique qu'on pourrait encore d'une certaine manière se rapprocher du thriller, même si ce n'est pas le cas. Et il a vraiment cet aspect très, très novateur d'une certaine manière qui diffère des autres réalisateurs, que ce soit par ses idées de mise en scène, que ce soit par l'idée du travail de l'espace dans ses plans. Bah oui, qui est assez gigantesque. Il y a quand même une maestria là-dedans qui ne sont pas beaucoup à puisque avoir. C'est un réalisateur qui arrive à savoir confiner ses personnages, notamment quand on voit l'espèce de petit commissariat rural où se trouvent les flics, et forcément en fait quand il y a cette grande verdure, cette grande liberté de ton en extérieur, il y a toujours cette force là en fait qui diffère là où se trouvent géographiquement et socialement les personnages en fait, et c'est l'une des grandes formes de Bong Joon-ho en fait, c'est de travailler là-dessus quoi. Ouais, et puis quand tu dis que c'est une des autres réussites du film, c'est que ils ont tourné dans X endroits différents, oui. Et quand tu regardes le film, ce lieu, t'as l'impression qu'il C'est existe, uniforme, quoi. ouais. C'est totalement uniforme. Alors, il y a les procédés techniques, comme tu disais, sur l'image. Il y a la réussite du scénario qui fait que t'es immergé. Mais quand t'as l'impression ouais, ce village, il existe, quoi. Cette ville, elle existe. Et je pense que c'est aussi une des réussites du film. Et j'aime bien aussi l'aspect au niveau du son. Puisque quand ils ont fait le film, ils collaboraient déjà avec le même au niveau du son, et ils sont vraiment attachés. Enfin, je fais que citer ce qu'ils disent, hein, au niveau de l'aspect sonore, sur les contrastes qu'il pouvait y avoir entre des bruits évidemment très ruraux au niveau c'est-à-dire très naturalistes, au niveau de scènes, notamment la scène en extérieur du suspect avant la course-poursuite à l'usine, où c'est extrêmement minimaliste. Il y a des petits bruits de vent étouffés, des petits bruits d'herbe, et après badaboum, et on est sur l'usine, on n'entend quasiment plus les dialogues. Il repasse en slow motion sur certains points. Et je trouve que le travail immersif sur le son est aussi dans cette approche de contraste envers les manières de faire. C'est-à-dire un ultra-réalisme sur certains points, et en même temps des choses travaillées à fond à côté, quoi. Ouais, par exemple, même toute la séquence qui se trouve près du chemin de fer, en fait, sous la pluie, on retrouve exactement ce que tu viens de dire. Il y a vraiment une force. Alors, est-ce que tu sais comment ils ont fait là ? Parce que justement, vas-y, explique. Alors j'ai vu ça, parce que je savais pas qu'ils avaient fait comme ça. En fait, il y avait la pluie, c'était l'hiver, donc au niveau du son, c'était galère. Il fallait refaire de la post-production, mais ils étaient pas contents du résultat en studio, et donc du coup, ils ont réutilisé une perche pour faire des conditions de réel, mais avec une perche, parce que le micro tel qu'il l'utilisait pour faire de la post-production, machin, ça ne donnait pas au niveau de l'espace les différentes variétés de mouvements que les acteurs avaient. Ils sont allés à ce niveau-là quand même de considération pour donner de manière en fait ultra travaillée un aspect réaliste. Ouais.
Et ouais, c'est assez intéressant qu'ils aient eu toutes ces différentes démarches de multiples aspects du film donnent une homogénéité générale au film ensuite, quoi. Ouais, exactement, quoi. Alors qu'en plus, finalement, comme on le disait, en fait, c'est un film qui mélange les genres de façon brutale même, d'une certaine manière, quoi. Alors donc, on va donc un petit peu finir par l'après la sortie, enfin même pas la sortie, parce que finalement en fait Memories of Murder, il faut le savoir, donc va faire énormément de festivals. Il va notamment donc être reconnu par différents festivals. Il va recevoir différents prix de festivals en termes de récompenses. Notamment, donc, il va passer au Festival international du film de San Sébastien en 2003. Il va recevoir donc notamment la coquille d'argent du meilleur réalisateur, meilleur nouveau réalisateur. Au Festival international du film de Tokyo en 2003, il recevra donc le prix du meilleur film asiatique. Il passera également au Grand Bell Awards 2003 pour le meilleur acteur avec Song Kang-ho, meilleur réalisateur et meilleur film. Donc ça c'est le Grand Bell, c'est l'équivalent des Oscars en Corée. Mais surtout, il va aussi passer par le Festival du film policier de Cognac en 2004. Donc il va recevoir le Grand Prix, prix Mediatek, prix spécial police et le prix première, ce qui va donc provoquer forcément une gigantesque entrée dans la sphère du cinéma occidental, ce qui va permettre donc ce film de s'exporter énormément en Corée du Sud. Et il faut le savoir, on est à cette période-là en fait, 2004, c'est une année, je trouve, charnière dans le cinéma sud-coréen, puisqu'en fait ça va montrer l'émergence de grands cinéastes au niveau international, avec notamment Park Chan-wook avec Old Boy, bien évidemment, Kim Ji-woon avec son film Deux Sœurs, et donc Bong Joon-ho avec Memories of Murder. Oui, c'est un peu l'âge d'or, hein, d'un point de vue technique. Mais de toute façon, quand tu les revois parler aujourd'hui de cette époque-là, ils en sont conscients. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait les étoiles se sont alignées envers ces jeunes, vis-à-vis de ces jeunes talents qui avaient les moyens de faire des films audacieux avec quand même des moyens techniques suffisants. Et du coup, dans différents genres, en fait, ils ont marqué les esprits. Alors, je trouve que c'est Bong Joon-ho qui s'en est sorti le mieux par la suite. Par la suite, oui. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment une richesse dans ce qui était proposé. Et en plus, c'est des films qui, par exemple, Memories of Murder, il a cartonné en Corée. Oui, c'est un véritable succès en Corée. Il a eu donc plus de 5 millions d'entrées, et donc il se hisse à l'époque à la 3e position du box-office annuel coréen. Voilà, donc alors quand tu regardes le film, c'est pas une comédie machin, c'est pas Astérix, c'est pas machin quoi. C'est quand même un thriller rural comme il dit, sur une histoire très dure. Alors certes, il y a un aspect comédie, on rit pendant le film, mais c'est ultra dur, c'est bouleversant par moments, c'est bouleversant. Voilà, la fin elle me bouleverse, ce plan du pansement, toute la fin, moi je trouve ça vraiment bouleversant. Et en fait, ce paradoxe, c'est que ce film, quand même, qui est très exigeant, c'est à la fois un carton critique, tout ça, successif, mais aussi un carton public, et qui va avoir une vraie sortie dans différents pays. En France, il va sortir, et qui va aussi permettre aussi à d'autres réalisateurs, comme pour Old Boy, avait ouvert la voie pour ça, ces films-là ouvrent la voie au fait de donner une vraie chance à un cinéma un petit peu, entre guillemets, encore à l'époque, il n'y avait pas encore une généralisation sur Internet, à un cinéma un peu lointain qui en général finissait plutôt en direct ou vidéo, et où certains de temps en temps films cultes passaient les frontières, mais qui n'avaient pas vraiment ou rarement des sorties vraiment au cinéma. Et surtout émanant du cinéma coréen. En termes de cinéastes coréens, avant on connaissait par exemple juste Kim Ki-duk et sans véritable plus quoi. Là c'est vrai qu'en fait on a vraiment toute une génération qui va sortir en fait et qui va se présenter dans ce milieu-là, et c'est vrai que comme tu le dis par la suite, Bong Joon-ho, c'est le réalisateur qui finalement va s'en sortir le mieux. On a vu que Kim Ji-woon, donc notamment après Deux Sœurs,
va faire encore quelques films. D'ailleurs, va faire un des plus gros films en termes de budget en Corée, avec notamment Le Bon, la Brute et le Cinglé. Peu de temps après, va tenter l'expérience américaine. Ça va pas très bien marcher. Oh, il a fait un Schwarzy. Ouais, voilà. Oui, le dernier rempart. Mais il est rigolo. Il est rigolo. Il est rigolo. Mais bon, c'est pas son meilleur. C'est ce que je lui en veux le plus. Non. Par contre, Jinro, attention. Voilà, Jinro, quand il est, voilà, Jinro, c'est pas génial. Même son dernier film, disons-le très clairement, Cold Whip, c'est pas ouf non plus. Park Chan-wook, pareil, va tenter l'expérience donc occidentale. Ça va pas très très bien marcher non plus. Pas mal marché, mais pas bien marché. Voilà, c'est ça le problème. En termes de succès aussi, parce que forcément les chiffres ça compte malheureusement aux États-Unis. Et c'est vrai que Bong Joon-ho en fait va peut-être lui le mieux s'en sortir, parce qu'il va pas forcément courir aux sirènes hollywoodiennes, même s'il va faire des films forcément au casting international. Et je dis casting international parce que finalement Snowpiercer est plus une production internationale qu'autre chose, même si l'histoire des Weinstein, de Miramax, on sait ce qui s'est passé notamment sur la version américaine. Pour ainsi dire, en fait le film a été coté de 20 minutes et il ressemblait plus à rien. On a eu la bonne version de Snowpiercer, mais par exemple aussi donc après il va tenter l'expérience avec Netflix, avec Okja. Il va tenter de nouveau donc une version occidentale avec un casting international, notamment avec Robert Pattinson pour son prochain film, Mickey 37 je crois, ou 27 ou 17 pardon, je sais plus le titre. Voilà, c'est un réalisateur en fait qui a encore une aura que peu de réalisateurs en fait coréens ont réussi à maintenir. C'est le seul. Et d'ailleurs avec Parasite, il a montré. C'est surtout Parasite. Voilà. Je pense qu'il imaginait il y a 20 ans qu'un film coréen gagnerait l'Oscar du meilleur film, c'était vraiment de la science-fiction. Oui. Et le film, en plus, il a eu la Palme d'Or, tout ça. Bon, on va pas revenir sur ce succès-là, mais il est quand même le fruit aussi d'une carrière l'aboutissement un peu d'une carrière. Et moi, je pense personnellement que c'est ses moins bons films, les films qu'il a fait aux États-Unis, les deux, pour certaines raisons, comme tu dis. Le film a été un petit peu charcuté, mais je pense que même au-delà de ça, j'ai senti quand même un réalisateur qui était moins maître de ce qu'il faisait aux États-Unis. Il n'y a pas la même virtuosité qu'on peut voir dans tous ces films coréens. C'est-à-dire que faut quand même dire qu'après après Memory of Murder, il fait The Host, grand film, il fait Mother, grand film, Parasite, grand film. Enfin, il a fait que des réussites, soit très bien, soit chef-d'œuvre, quoi. Et malheureusement, ces films américains, c'est quand même un peu en dessous. On va pas être disons-le clairement. Assez honnêtement, c'est quand même en dessous. Mais bon, voilà, on verra là le prochain si enfin il va réussir à avoir. Alors je sais pas si c'est lui qui s'était planté à l'époque ou comme tu l'as dit qu'on lui a pas donné vraiment les moyens de faire ce qu'il voulait. Quand on voit le résultat de ces films coréens, on est tendance à croire que c'est peut-être pas forcément lui qui a tous les torts. Mais à voir si peut-être le succès de Parasite fera que désormais Hollywood lui donnera les moyens peut-être auxquels il a le droit tout simplement pour faire un film vraiment le film qu'il veut, ce qui n'a pas été le cas avec Snowpiercer. Oui. Alors, pour un peu terminer cette émission, on va revenir un petit peu donc sur l'histoire vraie des meurtres de Hwang Se-young, parce qu'en fait, ça a pris une tournure assez exceptionnelle ces dernières années, cette histoire-là, parce qu'en fait, finalement, ça a pris une tournure importante en 2019, donc bien après Memories of Murder également, car il y a eu donc la découverte et la confirmation de l'identité du tueur en série de l'histoire. Et ce qui est dingue, c'est que quand on regarde la photo du tueur, il ressemble très fortement à un des suspects. Donc c'est assez D'ailleurs, il a également été interrogé et suspecté à cette époque-là. Il a été suspecté à l'époque. Il a fait partie parce que le film, alors soyons clairs, le film dans sa première partie montre effectivement le début de l'affaire où effectivement il n'y avait pas encore énormément de police. Bon, après il y a eu toute la police coréenne littéralement qui était sur l'affaire. Ils ont interrogé des milliers de personnes. Ça on le voit pas dans le film parce qu'on voit pas la totalité de l'affaire. Le film se coupe à un moment donné où l'affaire l'importance continue. du film doit se comporter sur uniquement deux personnages. Voilà. Et donc le vrai tueur a été interrogé à l'époque et au fait
ils l'ont retrouvé alors qu'il était déjà en prison. Oui, il a pour été emprisonné donc depuis 1994 donc pour le meurtre et le viol de sa belle-sœur. Ouais. Donc en fait, il a été donc révélé grâce à des tests ADN. Des tests ADN. Grâce que la technologie coréenne a quand même pris du temps, mais parce que dans le film, et comme dans la vraie histoire, ils ont fait des tests ADN aux États-Unis, ça n'a pas été probant. Concluant, ouais. Mais là, ça a été concluant et il a avoué, et non seulement il a avoué les meurtres qui lui étaient reprochés, mais il en a avoué d'autres. Et on s'est aperçu que du coup, alors ça s'était passé quand même avant, une des personnes qui avait été emprisonnée, non pas pour les meurtres là, mais pour ce qui semblait être un copycat d'un meurtre de ce serial killer, lui a été innocenté avec 15 ans de retard. Voilà. Alors qu'en fait, c'était le vrai tueur était déjà en prison à ce moment-là. Donc une des autres défaillances malheureusement du système. Oui, voilà. Ça arrive. Et surtout que donc le tueur en plus d'ailleurs a quand même dit devant la cour qu'il s'était étonné de ne pas avoir été attrapé plus tôt. Ce qui est assez hallucinant dans l'histoire. Et pour un petit peu terminer là-dessus, le délai de prescription des meurtres en fait avait pris fin en avril 2006. Donc en fait, il a même pas été condamné en plus pour ça, quoi. Ouais, mais bon, après, il va rester en prison. Il restera à vie. Pour l'histoire précédente, il restera à vie. Mais bon, voilà. Au moins, il a été trouvé, c'est quand même le principal. C'est que le film nous laisse en tant que spectateur dans un moment assez dur, avec la fin du film où on est à la fois dans le doute, à la fois dans la rancœur, et un certain nombre de choses. La phrase que je retiens le plus avec ce film aussi, c'est cette fameuse rencontre avec Song Kang-ho qui revient sur un des lieux du meurtre. Magnifique fin. Magnifique fin avec notamment c'est un petit garçon, une petite fille, une petite fille qui lui demande qu'est-ce qu'il faisait, et puis en fait elle lui dit non mais il y avait déjà quelqu'un qui avait ce comportement un peu bizarre, donc lui forcément imagine que c'est le meurtrier de l'époque, et il lui demande donc à quoi il ressemblait, et elle a cette phrase qui va peut-être représenter aussi toute cette problématique à travers l'enquête. C'était un type ordinaire. C'était un type ordinaire. C'est un peu pour conclure le film avant ce regard caméra bouleversant du le dernier plan qui est un regard caméra, qui est un regard qui s'adresse au tueur qui n'était pas encore à l'époque trouvé. C'est un homme ordinaire. C'est en fait, on peut alors moi je vais l'interpréter d'une manière, peut-être toi une autre et tout, mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'interprétations vis-à-vis de cette phrase, et notamment oui, on cherche une personne, mais en fait il y en a beaucoup. C'est un type ordinaire, et le fait que terminé par le plan de l'acteur qui regarde le spectateur, c'est pas forcément c'est pour envers tout le monde en fait, comme tu disais, c'est un film qui est une critique totale de la société coréenne, et qui le représente de façon encore plus magistrale au plan de fin en fait. Oui, et en fait quand tu te poses la question après, c'est je pense pas qu'il aurait pu finir différemment le film que comme ça, et pour un film qui comme ça n'a pas de le film sort de l'happy end, il n'y a pas de happy end, c'est très compliqué de finir ce film après une longue enquête où tu te dis quand même en tant que spectateur tu penses avoir un droit à avoir une vraie fin entre guillemets, avoir une résolution, tout ça, et lui il va complètement à l'inverse de ça, et il réussit et finalement c'est je tiens à préciser, il voulait que ce soit une petite jeune fille qui dise ça en rapport avec la plus jeune qui est morte victimes, à 13 ans et c'est pas anodin qu'il ait choisi ce personnage là pour dire que c'était un homme ordinaire. C'est vraiment en lien avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la plus jeune victime du vrai criminel. Mais c'est vrai qu'en fait là on avait vraiment pas mal de films à ce moment-là aussi qui avaient ce genre un peu, comment dire, de pas de fin ouverte, mais forcément de non-élucidation, parce que quand on voit Memories of Murder et même après Zodiac, en fait on a vraiment ce genre de film où il y a vraiment un développement du thriller qui était propre et inhabituel à ce qu'on en a vu dans les années 90 en fait. Oui, où la structure du film et où les différentes résolutions, enfin le schéma un peu banal, alors ça veut dire que tous les autres thrillers n'étaient pas bons, mais on a quand même cassé un certain nombre de choses. On est plus dans l'errance que dans la recherche. Le film ne veut pas résoudre toutes les possibilités, enfin tout ce qui s'est passé. C'est pas l'objectif, la résolution n'est pas l'objectif du film, et c'est pas ça que projetait de faire
le réalisateur. Et oui, c'est bien que le thriller se réinvente. On a encore et c'est un film qui a laissé une énorme influence et un énorme héritage sur tous les films qui ont été faits après, à la fois dans le cinéma coréen, mais pas seulement. Moi, quand je pense à des The Chaser, de très bons films, ou The Stranger, même, je trouve que pas sur tout, mais sur certains aspects, il y a vraiment des réalisateurs qui sont revenus. Et c'est bien, c'est pas on peut être totalement original en prenant aussi un certain nombre de choses. Et pour moi d'ailleurs, Memory of Murder est évidemment très différent de comment il s'appelle, de Seven, mais il y a quand même des rapports aussi. Enfin, il y a vraiment une histoire en fait quelque part qui se perpétue avec des nouvelles dates dans ces grands films qui ont à chaque fois se sont inspirés de certains nombres de choses et puis ont trouvé leur propre originalité, leur propre personnalité. Et je pense que Memory of Murder est une des grandes dates à ce niveau-là. Et qui a marqué forcément une génération de réalisateurs qu'on verra par la suite. Et c'est vrai que Naong Jin, il est aussi un peu cette espèce de fils illégitime de ce genre de cinéma, quoi. Merci à toi, Joe. Donc on s'arrête là-dessus avec un morceau donc du film de Memories of Murder. Et on va parler de la BO, mais il est cool aussi. La BO est cool. Et on revient donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Salut à tous. RCN, www.rcn-radio.org